Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Il existe de nombreuses manières d'aider les autres animaux que l'on a pu explorer en partie lors des épisodes précédents. Certaines personnes ont choisi de vivre au quotidien avec les animaux rescapés d'élevage, de consacrer tout leur temps pour leur donner la meilleure vie possible sans aucune exploitation. C'est le cas d'Anne-Lorraine qui a créé le refuge L'Autre Ferme en Charente. Vous l'avez déjà entendu dans l'épisode 31 à la Vegan Place de Tours. Anne-Lorraine a ouvert L'Autre Ferme en 2020 avec la volonté de créer un endroit où tout le monde est choyé et assuré d'avoir accès aux besoins élémentaires. Eau, nourriture, soins, abri, copains-copines, dignité. Et tout ça sans que rien ne leur soit demandé en échange. Elle nous parle des joies, mais aussi des difficultés rencontrées au quotidien pour faire vivre un refuge. Elle nous raconte l'histoire de ce lieu et de ses habitants. Et ensuite, on sort pour rencontrer les deux grandes vaches Asie et Europe, les lapins, dont Spirou, Gaston, Persil et Pinouille, l'histoire de Mademoiselle Jeanne, qui n'avait jamais connu que son clapier, la poule Cali, qui est la star sur le visuel de cet épisode, le coq Phénix et leur sœur, les ânesses et leurs enfants. Restez jusqu'au bout pour rencontrer toutes ces belles personnes si touchantes. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs, c'est parti! Bonjour Anne-Lorraine. Bonjour Rose. Anne-Lorraine, tu fais partie des humains et des humaines qui ont embrassé la cause des autres animaux et embrassé physiquement parce que tu vis avec beaucoup d'animaux, tu les soignes, tu veilles sur eux et tu as, comme on dit, changé de vie pour créer un lieu d'accueil pour les animaux qui sont habituellement exploités et réduits à l'état d'objets. Tu as créé le refuge L'Autre Ferme, où tu leur permets de vivre une vie digne, paisible et joyeuse. Et aujourd'hui, nous sommes justement dans ce lieu. Et chers auditeurs, restez jusqu'au bout parce que nous irons tout à l'heure à la rencontre de certaines des personnes à poil et à plumes qui coulent des jours heureux ici. D'ailleurs, petit aparté, on commence à enregistrer cet épisode un peu plus tard que ce qu'on avait prévu parce qu'il y a eu une petite urgence pour un mouton ce matin. Il a fallu qu'on porte main forte pour un de ces moutons qui s'était fait mal à une des cornes. Ouais. Alors, j'ai envie de partir du nom de ce refuge qui s'appelle L'Autre Ferme. Et pour que tu nous expliques pourquoi ce nom, et puis peut-être aussi qu'est-ce qu'un refuge véritablement, peut-être par rapport à une ferme notamment, ou une ferme pédagogique, enfin, quelles sont les grandes différences peut-être, et pourquoi ce nom, L'Autre Ferme ? Alors L'Autre Ferme, je l'ai choisi parce que dans l'imaginaire français notamment, la ferme, c'est un lieu extrêmement important, c'est un lieu aimé, c'est un lieu doux, paisible, c'est un lieu dans lequel on vit en harmonie avec les animaux. Cette ferme-là n'existe que dans les livres d'enfants, dans les contes et dans notre imaginaire, dans ce qu'on a pu en apercevoir enfant, parce qu'on est un peuple très paysan. On est un peuple qui a des racines fermières pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Tu rencontres rarement quelqu'un qui ne va pas te dire « mon grand-père, mon oncle, qui avait une ferme et les animaux avaient un nom et ils étaient bien traités, etc. » Donc, attaquer le mot « ferme », c'est aller contre quelque chose de très profond dans notre identité. Et cette identité, elle a des choses qui sont belles aussi. Cet imaginaire, il est joli. Donc, je tenais au mot « ferme », mais c'est une autre ferme. Voilà, tout simplement. La différence entre l'autre ferme et une ferme, c'est qu'ici, les animaux sont accueillis non pas pour être utiles à quoi que ce soit. On ne leur demande même pas d'être mignons. S'ils n'ont pas envie d'être sympas, ils ont parfaitement le droit de n'être pas sympas. Ils ne doivent pas correspondre au code de mignonitude très répandu. Ils sont respectés pour ce qu'ils sont, des êtres vivants. Le sensible, enfin qui en tout cas éprouve la peur, éprouve la joie, éprouve la quiétude, éprouve de l'attachement à des congénères, à d'autres personnes. Et qu'à ce titre-là, pour moi, il est évident qu'ils doivent être respectés et ils ont le droit de vivre sans crainte. Donc,
C'est ça, un refuge. Un refuge en montagne, un refuge, au bord de la route. Un refuge, c'est un endroit où on se met en sécurité. Certains appellent ça un sanctuaire. Moi, j'ai fait ce choix de garder le mot de refuge parce que je le trouve, beau et que, de mon point de vue, sanctuaire se rapproche trop de la religion. C'est un mot religieux, le sanctuaire. C'est la partie sainte dans l'église. Donc, voilà, moi, ça me branche pas. J'ai pas d'attachement à ce type de culture. Donc, c'est un refuge. Il n'y a pas d'adoption à l'autre ferme. Quand les animaux entrent ici, ils y restent pour toute leur vie. Et ils vont recevoir les soins dont ils ont besoin en fonction de leur nature et vivre dans des groupes avec d'autres congénères. Il n'y a pas, ou sauf très accidentellement, il n'y a pas un animal, un individu qui soit le seul de son espèce. Mmh. Ils sont toujours au minimum par deux. C'est ça. Et donc la différence avec une ferme ou une ferme pédagogique? Elle est immense. Bah oui. Elle est au moins aussi grande qu'avec une ferme d'exploitation. Dans bien des cas, je ne dis pas qu'il n'existe pas de fermes pédagogiques qui soient éthiques. Mmh. Je ne les connais pas toutes et ce serait bien prétentieux de ma part de le prétendre. Mais la ferme pédagogique, son objet, c'est de montrer des animaux, généralement à des enfants, à des écoles. On voit dans quasiment toutes les publicités des petits enfants qui ont des poussins dans les mains. Je pense que la vie du poussin qui a été tripoté comme ça, elle est extrêmement compromise. C'est un stress absolument abominable. C'est un échange de bactéries, de germes totalement hors de toute nature. C'est-à-dire qu'il a des échanges avec sa mère et avec ses congénères, le poussin. Pas avec nos germes à nous, et c'est un nourrisson. C'est comme si vous mettiez votre nourrisson humain dans une étable avec d'autres veaux. Bah, c'est pas génial en fait. Et dans les fermes pédagogiques, on a besoin d'avoir des animaux mignons qui vont se laisser tripoter sans difficulté, qui vont y prendre plaisir souvent parce qu'ils vont être nourris, etc. Ils peuvent apprécier ça. Mais dans la plupart des cas, et je le vois par le nombre d'appels que j'ai de fermes pédagogiques qui se débarrassent d'un animal parce qu'il est devenu agressif, ben ouais, à se faire tripoter comme ça toute sa vie, ben oui, ils deviennent agressifs en fait, parce qu'ils sont pas maintenus dans des conditions qui soient propices pour leur épanouissement personnel. Ils sont chosifiés. Ce sont des lieux qui souvent reçoivent des fonds publics, qui vont avoir des subventions, etc., qui vont pas nécessairement payer d'impôts parce que beaucoup sont déclarés en association, qui facturent des prestations. Ok. Parce C'est-à-dire. que c'est payant d'aller visiter Oui, la ferme bien sûr. pédagogique. Alors, quand l'autre ferme fait des visites guidées, c'est payant aussi. Il faut que le refuge vive. Mais les refuges font soigner des animaux que bien des personnes ne font pas soigner. C'est qu'il y a peu de gens qui vont amener leur poule chez le vétérinaire. Encore moins pour lui poser un implant hormonal à 100 € C'est pour sûr. qu'elle ne ponde pas. Et en plus de ça, il me semble que dans beaucoup de fermes pédagogiques, en fait, il y a des produits animaux qui sont vendus pour la consommation, si je dis pas de bêtises. Ça peut arriver, je veux dire, c'est pas dans toutes, ça peut mais ça fait arriver partie du absolument. système Oui, d'exploitation. mais on est complètement dans un système d'exploitation. Après, je crois avoir entendu certains refuges qui, pour des raisons réglementaires, par exemple, ou pour des relations de voisinage, pour essayer d'avoir un cadre paisible, il me semble que certains refuges ont ou envisagent de se déclarer en tant que ferme pédagogique, mais j'imagine qu'ils vont s'appliquer des règles éthiques qui sont propres au refuge ou au sanctuaire et pas celles des fermes pédagogiques. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas d'un animal parce qu'il n'est pas mignon. Notamment. Et on ne force pas les animaux à avoir des contacts avec les humains quand ils n'en ont pas envie. Alors justement, donc ici, c'est un refuge où tu accueilles des humains aussi, pour des visites, pour des séjours. Alors, c'est pas le cas de tous les refuges. Il y a certains refuges qui sont plus intimistes, on va dire. Mais toi, tu as fait ce choix d'accueillir d'autres humains, voilà, pour qu'ils aient quand même une sorte de contact avec des animaux dits de ferme. J'aimerais que tu nous dises pourquoi c'est important pour toi qu'il y ait des humains de l'extérieur qui viennent à l'autre ferme ici. Et pour toi, dans quelles conditions est-ce que ça reste éthique de faire visiter un refuge ? Quel est le but de ça pour toi ? Alors l'objectif, c'est qu'il faut sensibiliser les gens. Quand on est soi-même sensibilisé à la condition
de ce que vivent les autres animaux, de ce qu'on leur fait vivre, ce qu'on leur inflige. Ça devient une sorte de responsabilité, je trouve, en tout cas quand on le peut, de plaider leur cause et d'ouvrir le refuge sur l'extérieur. De mon point de vue, c'est important parce que on permet à des humains de venir observer des animaux qui vivent dans des conditions les plus proches possibles de leurs besoins, parce que je ne sais pas si on répond toujours totalement à leurs besoins, mais en tout cas, on s'y efforce véritablement. Et d'animaux qui ne subissent pas de stress, de manipulation abusive. Ils n'ont pas peur de nous. Les moutons du troupeau qu'on est allé aider tout à l'heure, quand ils sont arrivés, ils avaient extrêmement peur des humains, mais vraiment très très peur. Et puis peu à peu, à force de patience, ils ont fini par s'approcher de moi. Et maintenant, quand ils font la sieste, je peux marcher au milieu, ils lèvent à peine la tête. Voilà, c'est un autre refuge qui a donné cette expression que j'ai trouvée géniale. C'est il y a la dame de la cantine. J'adore. Je suis désolée, je sais pas qui a dit ça. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux Mais il y a on pas aime longtemps. cette J'ai phrase. absolument adoré. Donc voilà, ils n'ont pas peur. Ils savent très bien quand on vient les chercher pour les tondre ou pour faire le vermifuge ou des soins qu'on doit leur faire. Donc il y a quand même quelquefois de la contrainte, mais pour leur sécurité, comme on le fait avec un enfant qu'on va aller faire vacciner ou auquel on va dire oui, tu vas aller à l'école parce que tu dois aller apprendre à lire et que l'enfant n'a pas tout le temps envie d'aller à l'école, mais il va y aller quand même. Et ben c'est pareil avec eux. Mais donc, d'ouvrir le refuge, ça permet à des gens d'observer des animaux qui sont dans une grande quiétude, globalement, et qui ont des interactions entre eux qu'on ne voit pas nécessairement toujours, parce que les interactions, elles se tissent au fil du temps, elles sont libres. Donc, en les observant, on va voir, tiens, ceux-là, ils ont l'air d'être les 2 meilleurs potes. Tiens, ceux-là, On voit des choses qu'on ne voit pas habituellement. Quand on fait les visites guidées, on ne rentre pas dans les enclos, ou alors si c'est un tout petit groupe, que je sens que les gens sont vraiment super calmes, super posés, donc on va pouvoir rentrer dans l'enclos, on reste assez loin des animaux. Si les animaux ont envie de venir vers nous, ils viennent. Mais s'ils n'ont pas envie, ils viennent pas, et nous, on va pas aller les chercher. Et on ne rentre jamais avec de la nourriture, parce que je veux que le lien ne soit pas conditionné par rien, en fait. Il n'est pas conditionné. S'ils ont envie de venir, ils viennent. S'ils n'ont pas envie, ils viennent pas. Les séjours en chambre d'hôte, ça permet d'observer sur un peu plus longtemps, sur un week-end, de voir comment ça se passe, de pouvoir observer les poules qui sont des petits êtres extraordinaires et tellement méprisés, tellement méconnus, de pouvoir observer que c'est pas des poules. C'est Florence, plus Venise, plus Cali, plus Carole, plus Suzanne, et que Phoenix, le coq, il n'est pas pareil que Elton, etc. C'est observer ça. Et enfin, les résidences d'artistes, c'est permettre à des gens qui ne sont généralement pas du milieu de la condition animale. Quand tu viens en résidence d'artiste, tu n'as pas besoin de travailler sur un sujet connexe. Ça permet que des gens qui ne se questionnent pas nécessairement, ils vivent là pendant un séjour plus ou moins long, ils voient des choses. Et ces choses-là, par capillarité, font naître des questions. Et après, ils repartent d'ici avec ces questionnements et ils vont les partager avec d'autres personnes, etc. Donc, pour moi, ça fait partie d'une forme de militantisme d'influence. Et puis, ça permet aussi à ces artistes d'observer ce que c'est la vie en milieu rural. Il n'y a pas beaucoup de résidences qui soient de qualité professionnelle, mais qui ne soient pas que des lieux conçus pour les artistes. Là, c'est eux qui viennent dans un endroit qui est conçu pour les autres animaux, pas que pour eux. Ça fait un large panel d'humains qui peuvent venir ici. Tu reçois des écoles aussi, des scolaires, des enfants? On reçoit des écoles, des centres de loisirs. Alors, pas énormément pour pas mettre de pression sur les animaux. Ouais, c'est ça. Et puis, on n'est pas assez nombreux à l'autre ferme aussi. Vous êtes 2, en fait. Pour gérer ça. Ouais. Il y a Camille qui a commencé ici en service civique et que l'association a réussi à embaucher. Et on a toujours 1 ou 2 services civiques en plus, tant que le dispositif existe. Espérons que ça reste, ouais. Mais c'est pas à plein temps. T'es quand même la principale, celle qui est là tout le temps. Oui, tout le temps. je vis là. Voilà. Donc, s'il faut se relever la nuit pour quand il y a
un animal qui est en danger et qu'il faut se relever la nuit, je le fais. Et sans me sentir sacrifiée ou quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas du tout dans ça. C'est un vrai choix. C'est pas l'ambiance. Le sacrificiel n'a pas sa place ici. Justement, toi, vu que tu parles de toi, là, qu'est-ce qui a fait quand même que t'en es arrivé là? Parce que je te disais tout à l'heure, t'as changé de vie. Est-ce que t'as toujours eu une attirance comme ça pour le fait de vivre avec d'autres animaux, de partager la vie d'autres personnes comme ça, depuis que t'es petite peut-être, ou plus tard? C'est quelque chose qui me vient de mon éducation. Je suis née dans une maison dans laquelle il y avait une chienne qui s'appelait Diane. Et j'ai 5 prénoms. Et mon 5e prénom, c'est Diane. Et Diane, c'est la chienne. C'est pas une autre Diane, c'est la chienne. Et je suis très fière, très heureuse d'avoir son nom parce qu'elle est morte quand j'étais petite, mais j'ai des souvenirs extraordinairement précis d'elle. Et Diane, c'était une sœur, c'est-à-dire que tous les animaux avec lesquels nous avons vécu n'étaient que des animaux qui se sont présentés à nous et qui étaient dans le besoin. Et donc, hop, on leur faisait une place parce que c'est comme ça. Ou s'il y avait un animal qui était en détresse, qui était devant nous, tant pis si on devait prendre un train ou qu'on était, on venait en aide. Et c'était normal. Donc, j'ai grandi avec ça. Les autres animaux font partie de la famille. Donc, c'était pas une famille végétarienne pour autant. À 20 ans, j'ai vu un documentaire, c'était à la télévision, sur le sort des animaux de ferme. Et je suis encore hantée par ces images. C'était vraiment atroce. C'est-à-dire, c'était la vérité toute crue. Et du jour au lendemain, je suis devenue végétarienne en me disant, OK, moi, je participe pas à ça. Hein. C'est impossible. Donc, pendant longtemps, j'ai mangé des pains au chocolat et des pains au raisin et des croissants. Parce que je savais pas quoi manger d'autre. Et du fromage et des trucs comme ça. Et oui, du fromage. Mais au début, j'avais vraiment une alimentation bien pourrie. Et puis, oui, c'est vrai que je viens de réaliser, mais pas au chocolat. Je mangeais que ça, quoi. Et parce que tu savais pas quoi manger d'autre, parce que vous étiez très viande et tout ça. À l'époque, il y avait un resto végé à Paris, puis et ça faisait pas envie. Hein, ça faisait un peu secte. C'était ambiance salade de carottes. Puis salade de carottes pas pumpée, hein. Salade de carottes, genre punition. Et donc, puis j'y faisais pas attention. Juste, je voulais pas manger d'animaux parce que c'était atroce. Mais je pensais que c'était important de traire les vaches parce que sinon elles avaient mal. Et c'est hallucinant le nombre de gens qui croient encore ça. Bien sûr. À chaque fois, ça me sidère quand même. Quand on veut pas savoir un truc, il y a plein de protections mentales d'enfer. L'info est là, en fait. L'info, elle est partout. Ouais. C'est comme les petites poules heureuses sur la boîte. C'est du marketing. Évidemment. Parce que dans la réalité, il n'y en a pas. Mais donc, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ça. Mais j'ai toujours été militante. Dès que je pouvais, j'allais, quand il y avait une manif, et je m'appelle les manifs, quand j'avais 20 ans. Mais on se faisait huer, les gens riaient de nous, on était 12. Enfin, c'était pathétique. Puis c'est surtout des manifs pour les chiens et les chats, quand même. Ouais. Il n'y avait pas... voilà. Et voilà, j'ai eu une carrière culturelle importante, passionnante, absolument génialissime. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai travaillé dans le monde entier ou presque. C'était vraiment génial, mais il y avait toujours ce souci d'aider les animaux et de me rendre disponible à chaque fois que je le pouvais pour militer, d'adhérer à plein d'assauts, etc. Et puis un jour, et je ne sais vraiment pas pourquoi, m'est apparue la nécessité de faire un refuge pour les animaux de ferme. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est apparu à Chambéry en mars 2006. Oh, t'as quand même un souvenir très précis. J'ai un repère parce que c'était la veille, l'avant-veille de la première d'un spectacle dont j'avais dirigé la production, qui est un spectacle qui a été très important, qui a été un triomphe considérable. Et donc, je me rappelle très bien d'être dans les affres de l'avant-première de ce spectacle, de pas dormir beaucoup, et d'avoir tout d'un coup ce truc de j'ai envie de créer un refuge pour les animaux de ferme, avec des chambres d'hôtes, avec des ateliers de cuisine végé. J'étais pas loin de devenir végane à ce moment-là. J'avais arrêté plein de choses déjà. Mais comme énormément de véganes, il y a eu un gros problème fromage. Eh oui.
Mais j'avais déjà compris que le lait, les œufs, tout ça, c'était pas possible non plus. Et en gros, cette espèce de chose que j'ai imaginée en 2006, c'est l'autre ferme. Avec tout ce qui est autour de... Bien sûr, le cœur, c'est de venir en aide à des animaux en détresse, mais tout ce qu'il y a autour, de faire des visites guidées, de faire des ateliers de cuisine, pour montrer aux gens comment on peut manger différemment et que ce soit bon et joyeux, etc. Les chambres d'hôtes, les résidences d'artistes, tout était là. Mhm. Mais ça a pris quelques années pour le faire. Ouais. J'ai des mauvaises nouvelles. Quoi? Il y a une poule morte chez John. Je l'ai retrouvée dans le cabanon quand j'ai fait le nettoyage. Oh merde. Là, vous avez pu entendre Camille, une jeune femme salariée du refuge qui a trouvé à l'instant l'une des poules décédées. Ok. On va... Ouais, faut que j'aille la voir. Avant de commencer à enregistrer, il était convenu que Camille pouvait venir nous interrompre, en cas d'urgence évidemment. Faut qu'on regarde si elle a des blessures. J'attends qu'Anne-Lorraine revienne pour recommencer l'enregistrement. Bah dis donc, ouais. Alors, justement, je voulais qu'on parle d'une phase qui est peu abordée dans la présentation et la gestion des refuges, mais je pense que c'est très important d'en parler et que ça ne devienne pas un tabou. Et bah justement, malheureusement, on a été interrompu parce qu'il y a une petite poule qui est décédée. Bah voilà, c'est la question de ce que ça implique en fait de, entre guillemets, sauver des animaux, en tout cas leur venir en aide, et donc bah, d'en être responsable, forcément. Gérer les soins, les éventuelles maladies, la fin de vie, c'est pas toujours facile, j'imagine, de gérer ça au quotidien. Bon, là, il se trouve que bah, elle était déjà décédée quand Camille l'a trouvée. Ça va ? Oui, ça va, c'est toujours triste, mais tu dois être préparé à accepter d'être traversé par la tristesse. On recueille des individus qui ont été, dans la très grande majorité des cas, violentés, dont la génétique a été sélectionnée, ultra sélectionnée. On a fait avec eux des choses totalement contre nature. Donc, ils nous arrivent ici globalement fragiles, en situation de grande fragilité, pas seulement de détresse psychologique, mais aussi de fragilité physique. Donc, pour le côté psychologique, en fait, en étant doux avec eux, en leur fichant une paix royale et en essayant d'acquérir juste leur confiance pour pouvoir les soigner justement quand ils en ont besoin et jouer avec eux quand ils en font la demande. On est hyper content de servir de grattoir, etc. Mais on doit aussi affronter la fin de vie, la maladie, des questionnements importants, comment on prend une décision d'euthanasie. Et il faut être capable de les prendre, ces décisions, sans que ne rentrent en compte des croyances d'aucune sorte. Mais quelquefois, c'est vrai, une intime conviction. Pour ça, j'ai été beaucoup aidée pendant des années avant d'ouvrir le refuge. Je me suis formée parce que pour moi, c'était impensable de me lancer comme ça. L'amour ne suffit pas. Et je voulais apprendre à connaître, à observer et m'entraîner et aussi mesurer ma capacité à le faire et à encaisser les coups. Il y a un refuge aux États-Unis qui s'appelait le Woodstock Farm Animal Sanctuary, qui a été créé par une femme et un homme absolument admirables, Jenny Brown et Doug Abel. Et Jenny et Doug m'ont accueilli chez eux et m'ont ouvert les portes de leur sanctuaire, puisqu'on était aux États-Unis, ça s'appelle Sanctuary. Et j'y suis allée un nombre de fois incalculable pendant 6, 7, 8 ans, je ne sais même plus. Tous mes congés, en fait, je fonçais à Woodstock. Donc au début, comme tous les bénévoles, je pelletais du caca. Et puis, quand Jenny et Doug ont vu que j'étais vraiment très impliquée, sérieuse dans mon projet, là, j'avais plus le droit d'aller ramasser du caca.
J'étais dans l'infirmerie, j'étais attachée dans l'infirmerie et j'observais, je participais, tant que la sécurité des animaux était pas compromise, aux soins. Faire des pansements de crête sur un coq, des pansements de pattes, de sentir le pus, parce que c'est pas ragoûtant, l'infirmerie, c'est cracra. Ouais. Et il y a des moments où tu préférais franchement pelleter du caca. Ah oui. Et voilà, et je l'ai fait sur des périodes de 2 mois d'affilée où je travaillais vraiment 7 jours sur 7 pour voir est-ce que je suis capable. Et donc, pendant toutes ces périodes, j'ai été confrontée plein de fois à la disparition des individus parce que dans un refuge, malheureusement, tu es régulièrement confronté à la mort et que j'avais beaucoup discuté avec Jenny et les soigneuses, les soigneurs du refuge de savoir justement comment ils prenaient la décision. Et donc, je me souviens qu'il m'avait dit, par exemple, qu'il fallait que tous les soigneurs soient d'accord pour une euthanasie. Si un soigneur, une soigneuse avait un doute et pouvait l'expliquer aux autres, etc., alors, suivant l'état de l'individu, on décidait de refaire le point dans 1 heure, on décidait de refaire le point le lendemain matin. Et je trouvais ça pas mal comme protocole c'est une bonne approche, de décision. Pas mal pour l'individu concerné et pas mal pour l'équipe soignante, pour ne pas être seule à prendre une décision pareille. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc, quand ici, je dois prendre la décision, alors il a pu arriver que ce soit des cas d'urgence extrême où la question, en fait, ne se pose pas. Tu as un individu qui est en souffrance, qui ne peut pas être soigné, donc on demande l'euthanasie le plus urgemment possible. Et puis, tu as des animaux qui sont très âgés, qui ont plein de problèmes de santé, mais qui apparemment kiffent tellement d'avoir enfin une vie peinard qu'ils s'accrochent. C'est en tout cas la dernière explication qu'avait notre vétérinaire, par exemple, sur un très vieux mouton qui s'appelait Arsène. C'était une saisie pour maltraitance. Il a connu des violences vraiment extrêmes. Une saisie réalisée par l'OABA. L'OABA, c'est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Et donc, c'est une des très, très grosses organisations qui intervient sur les énormes saisies, généralement avec la Fondation Bardot, où c'est des gens qui ont des capacités importantes pour des grosses saisies. Et qui m'ont confié donc un petit troupeau de moutons. Arsène venait de là, donc un mouton qui a connu des violences extrêmes, très âgé, tout petit, malingre, tout tordu, un petit vieux, quoi. Mais ces moutons ont été bouclés à la saisie par l'OABA, donc on n'avait pas leur âge précis. Mais le veto l'a estimé à quelque part entre le néolithique et la préhistoire. Un trèfle de mouton. Voilà, vieux. Okay. Vieux, pas normal. Mais donc le vétérinaire, la première fois qu'il l'a vu, l'a estimé à 12 ans. On voit d'après les dents, donc vraiment très très âgé. Oui, parce qu'un mouton, on va dire, c'est une dizaine d'énorme d'années. fourchette de longévité du mouton s'étend de 8 à 12 ans. C'est les chiffres qu'on trouve communément, 8 à 12 ans. Oui, donc je sais, un quart de sa vie. Enfin, donc 12 ans, c'est vachement vieux quand même. Et Arsène avait plein de... Il faisait de l'emphysème, il avait tout un tas de galères pour lesquelles on lui venait en aide. Mais il trottinait, il était toujours le premier à faire les trucs. C'était un peu le patron du troupeau quand même, Arsène. Il feintait la bagarre, il avait tout un tas de systèmes de ruses pour pas se faire avoir. Mais il était quand même pas mal respecté par les autres. Et Arsène a vécu pendant 3 ans dans le jardin. Le jardin, c'est un peu l'EHPAD du refuge. C'est les animaux, les individus qui ont besoin d'avoir une attention plus soutenue. Et au moins dans le jardin, on les voit 1000 fois par jour. Si jamais ils sont pas bien, on le voit beaucoup plus vite que quand ils sont dans la Oui, parce prairie. qu'il faut dire que le jardin, c'est vraiment accolé à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas voir le jardin. Alors qu'un peu plus loin, il y a des prairies, effectivement, des champs un peu plus grands où ils peuvent aller se planquer, où tu peux ne pas les voir, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est 12 hectares quand même, l'autre ferme. Donc, tous les jours, on voit chaque individu au moins 2 fois. Et on l'observe. Ouais. C'est pas juste on voit qu'il y a le troupeau. Ouais. On voit, il y a bien le nombre d'individus.
on les a vus plusieurs fois en journée, debout, couchés, en train de manger, pas de comportement suspect dans le troupeau, et au moindre comportement inhabituel, on va voir. Et c'est pour ça que je trouve ça très important que ce soit des personnes toujours stables, toujours les mêmes, qui s'occupent d'eux. D'abord pour la confiance, c'est important, pour établir une relation de confiance avec eux. Et puis pour l'observation de est-ce que tout le monde va bien, est-ce qu'on a une démarche normale, est-ce que voilà. Donc le jardin sert d'EHPAD, d'infirmerie, etc. Comme ça, ils sont libres de leur mouvement, mais dans un espace qui est un petit peu plus réduit et qui nous permet de mieux les accompagner quand il y a besoin. Et donc Arsène a vécu là pendant 3 ans. Il a été un jardinier extraordinaire. Il n'y a plus une fleur dans le jardin. Et donc c'était notre responsable espace vert. Et on a eu une relation absolument géniale avec ce mouton. Il tenait en respect la chienne Nana. Nana venait lui présenter sa balle de temps en temps et il la méprisait. Il faisait semblant de la charger. Ah oui. Ouais. Mais c'était drôle parce que pour Nana, il était, voilà, il fait partie de la bande, quoi. Et donc Arsène a vieilli tranquillement, a été très gâté comme il le méritait. Et puis le dernier été, ça commençait quand même à devenir compliqué. Le vétérinaire n'en revenait pas, qu'il soit toujours vivant. C'est qu'à chaque fois que j'allais le voir pour un truc concernant Arsène, je disais, il est toujours là, Arsène. Et je dis, ouais, il va tous nous enterrer, Arsène. Et le véto n'avait plus d'autre explication que il a tellement souffert, ce mouton, et là, il est super bien. Et du coup, il s'accroche, quoi. Il a pas envie de lâcher l'affaire parce que c'est cool. Il peut enfin profiter de la vie. Donc Arsène, il avait toujours des potes. Hein. Il y a jamais, sauf pour raisons de santé importantes, je n'isole jamais un individu s'il n'est pas contagieux ou si elle n'est pas contagieuse, parce que c'est très stimulant aussi pour le moral. C'est important d'être entouré. Et donc Arsène était avec Baba, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Et Baba était un gardien d'EHPAD admirable, très très prévenant avec ses petits vieux, très protecteur avec Arsène. Et on a ensemble accompagné Arsène dans son grand âge. Et le dernier été, il avait tellement de rhumatisme et tout ça, donc il était traité pour ça. Il avait tout un tas de trucs chimiques ou naturels pour soutenir un peu la mobilité des articulations et tout. Mais il avait toujours bon appétit, trottinait, il était et de bouffer les rosiers, et de tout ça, enfin de vraiment continuer son job de responsable d'espace vert. Mais de temps en temps, il tombait, par exemple, parce que il était empêtré par son propre corps. Et la première fois qu'il est tombé, donc il se met à s'agiter dans tous les sens parce qu'il a eu peur. Et puis un mouton tombé, c'est super dangereux. Il peut étouffer très vite. Ouais. Donc je me précipite, je le remets sur les pattes, pouf, il repart en trottinant. Puis il le faisait régulièrement. Mais au bout de 2-3 fois, en fait, il faisait plus, il s'agitait plus. Il attendait juste qu'on vienne le relever. Il savait qu'on était là pour lui. Et puis comme on voyait qu'il tombait, on faisait d'autant plus attention qu'il y avait Arsène, et particulièrement en été aux heures les plus chaudes, parce qu'il fallait pas qu'il tombe en plein soleil et qu'il reste là un quart d'heure, quoi. Donc il fallait vraiment checker Arsène non-stop. Et j'ai passé l'été à me demander, est-ce que le moment est venu ? Est-ce qu'on doit s'arrêter là ? Est-ce qu'on doit aider Arsène à partir, à lâcher l'affaire ? Parce que là, ça commence à devenir sérieusement compliqué pour lui. Donc j'ai appelé une copine vétérinaire, antispéciste, puis qui avait déjà vu Arsène quelques fois, qui l'avait croisé, en lui demandant son avis. Elle me dit, si tu me demandes mon avis, c'est que c'est pas le moment. Tu sauras. Puis elle connaît ma relation avec les personnes qui sont là et tout. Mais ça a été je peux pas dire une torture, c'était pas agréable de vivre dans ça tout l'été, de me réveiller plusieurs fois dans la nuit parce que j'avais peur qu'il soit tombé, qu'il soit pas bien. Je voulais pas lui faire défaut. Je voulais pas qu'il se sente abandonné. Et c'est arrivé que tu te réveilles et qu'il soit couché, Eh ben non. Ah ok. La nuit, ça arrivait pas. Ouais. Non, c'est curieux. Hein. Je sais pas si est-ce que quelque part inconsciemment il se disait bon, l'infirmière elle est pas là, donc je vais essayer de me tenir debout. Qu'il y avait pas de fraises et de framboises la nuit, parce que quand il tombait, j'allais vite chercher des fraises et des framboises pour le consoler.
Il faisait mine de me charger quand il avait fini sa poignée de fraises et de framboises. Il était vraiment un caractère incroyable, Arsène. Et puis un jour, j'ai vu qu'il n'arrivait plus à se coucher, en fait. Il n'arrivait pas lui-même à décomposer ses mouvements pour pouvoir se coucher, pour pouvoir ruminer. Et donc, j'ai essayé de l'aider à se coucher. Et en fait, ça marchait pas. Il n'y a aucune position dans laquelle il était bien. Et là, j'ai su que c'était le moment de s'arrêter. Et donc, j'ai appelé le vétérinaire. On en a discuté. Parce que ça, c'est très important d'avoir un vétérinaire en lequel tu as confiance. Parce qu'il a un savoir que moi, je n'ai pas. Et que c'est une personne avec laquelle je peux discuter de est-ce qu'on s'arrête là. Et donc, le vétérinaire était d'accord avec moi c'est à partir du moment où il ne pouvait plus se coucher, il fallait qu'on s'arrête là. Donc, il est venu à la ferme. Quand c'est des situations comme celle-ci, je demande au vétérinaire de venir à la ferme. Ça a un coût, évidemment, mais je veux épargner à la personne qu'on va faire s'arrêter de vivre un dernier voyage stressant dans la voiture. Donc, c'est le vétérinaire qui se déplace. Et c'était un jeune vétérinaire très ému de faire ça. Parce que Arsène était dans mes bras. Je lui avais donné une dernière poignée de fraises et de framboises. J'ai pris Arsène contre moi. Et tu as toujours un doute quand même, quelque part. Même si tu sais que c'est ce que tu dois faire, c'est jamais facile. Mais Arsène s'est abandonné contre moi et ça a été très réconfortant parce que j'ai pris ça pour un accord. J'ai pris ça pour « Ok, c'est bon, on va s'arrêter là ». Et le vétérinaire était très doux, très très ému. Il n'arrêtait pas de répéter « C'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça ». Il était vraiment bouleversé. Donc il a été lui aussi très doux. Il caressait le nez d'Arsène avec son doigt. Et à peine il a piqué, Arsène est parti. Ça a été vraiment très... parce que quelquefois, tu peux avoir des mouvements nerveux, etc. Et là, c'est pas... Puis ça arrive rarement parce qu'on a une clinique vétérinaire qui, globalement, est très, très bien et qui a vraiment de la compassion, qui a parfaitement compris ce qu'on fait ici. Donc oui, quand tu as un refuge ou un sanctuaire, tu es confronté à la mort, tu es confronté à la douleur, tu es confronté à des décisions cruelles, difficiles. Mais les décisions cruelles, d'ailleurs, c'est aussi de dire non pour prendre un animal. Exact. Tu te sens pas glorieux après ça. Et je dis non plusieurs fois par semaine, tout le temps, parce que là, on a un nombre d'individus qui est important et qu'on manque encore de suffisamment de visibilité pour avoir suffisamment de parrains, marraines, adhérents, pour pouvoir prendre plus de personnes. Parce que les soins dont on parle, les décisions d'euthanasie, de soigner un très très vieux mouton pendant 3 ans pour qu'il soit confortable dans ses mouvements toute la journée, ça a un coût. Ah oui. De faire venir le vétérinaire ici plutôt que d'amener ton vieil Arsène à la clinique, ça a un coût. Et il n'y a pas de limite ici, c'est-à-dire quand j'amène un animal chez le vétérinaire ou qu'il vient ici, le montant ne rentre pas en ligne de compte pour la décision. Il n'y a pas de limite. Oui, quand tu sais que Si tu vas la le personne Ouais. peut être sauvée et avec une qualité de vie derrière, hein, parce que si c'est pour être non. Ouais. Je suis pas pro-vie, moi. Donc, Oui, c'est-à-dire c'est pas juste... soit on profite de la vie, oui. soit si c'est pour avoir une vie de merde, je vois pas bien l'intérêt. Quelque part, j'applique ce que moi je voudrais qu'on fasse pour moi. D'accord. Donc, l'argent, dans ces situations-là, n'entre pas en ligne de compte. Si la personne peut être sauvée, alors on va la sauver. Si je prends tous les individus qui ont besoin d'aide, et on parle en milliards, en fait. Oui, là, oui. Mais au moins de ceux qui t'appellent, voilà, enfin des personnes, de tous ceux qui des humains qui t'appellent. Le refuge craque. C'est-à-dire que très vite, on ne pourra plus faire face à nos charges pour payer l'alimentation, le vétérinaire, les réparations de clôture, de choses comme ça. Très vite, je ne pourrai pas garder Camille et je me retrouverai seule avec un nombre considérable d'individus auxquels je ne serai pas capable d'apporter mon aide dans des conditions optimales qui leur permettront d'être heureux. Ouais. Donc, je préfère venir en aide à un plus petit nombre d'individus, mais je sais que je peux leur apporter ce dont il y a besoin pour qu'ils soient le plus heureux possible, que d'entasser des individus
de rendre malheureux ceux qui sont déjà là parce qu'il y a plus suffisamment d'espace. Quand il y a plus suffisamment d'espace, tu as des conflits Mmh. parce que tu n'as pas assez d'accès à l'espace et aux ressources. Donc tu as des bagarres, donc tu as des blessures. Et je vois trop de gens qui ont, eux, un grand cœur, contrairement à moi, et qui vont dire oui à tout pour sauver les animaux. Sauf que ces gens-là, je les vois aussi craquer après. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Je ne les juge pas, jamais. Je trouve ça super courageux. Mais moi, je ne peux pas. Moi, j'y arriverai pas Mmh. à faire ça. Donc, j'essaye de faire bien ce que je suis capable de faire. Et c'est tout. Oui, puis ce qui est important, c'est que finalement, tu t'y attendais en ouvrant le refuge puisque tu as fait Oui. beaucoup de préparation dans ce sanctuaire, aux États-Unis et du coup, tu savais déjà comment Oui. dire non, et c'est peut-être pas Ouais. peut-être ce qui manque à certaines personnes, et que je suis très loin de juger aussi parce Ouais. que alors là, je serais la première à dire oui à Ouais. tout, je pense. Mais est-ce que ça impliquerait effectivement pour, les personnes accueillies, si, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, on est dans des situations, nous, en tant qu'antispécistes, Ouais. voulant faire, le mieux pour les autres. Dans ce système-là, on est dans une situation complètement, tyrannique, quoi. Enfin, on est Ouais, mais Ouais. ça me met très en colère, hein, Ouais. souvent. J'ai énormément de colère pour les gens qui vont prendre une chèvre, un mouton, un âne, et puis qui déménagent, Mmh. alors que pour des raisons compliquées, hein. Je Mmh mh. divorce, je ceci, je cela. Bah ouais, mais Mmh. tu changes de vie, donc tu l'abandonnes. Mais ça, c'est pour, les chiens, les chats, c'est Ah, pareil, pour hein. tout. On est d'une inconséquence totale. Alors, est-ce que le fait de vivre avec, des animaux, dits de ferme, en fait, qu'est-ce que ça implique? Alors là, tu m'as parlé du côté, soins, émotionnel aussi, gestion, tout ça, mais il y a aussi, j'imagine, des implications plus terre à terre, administratives, et cetera. Et moi, ma question, c'est parce que j'ai entendu pas mal de gens dans des refuges dire qu'ils étaient considérés comme Mmh. éleveurs administrativement. Donc moi, ce que je comprends, c'est que le fait de «détenir» entre guillemets un certain nombre d'animaux dans un espace, voilà, à soi, en fait, même sans les exploiter pour les manger, tu es obligé de faire, un certain nombre de vérifications sanitaires, Mmh. et cetera. Donc est-ce que c'est ça pour toi, Essie? Est-ce que tu es considérée comme éleveuse, et est-ce que tu as, ces fameuses, Alors, obligations à avoir? pour les complications, oui, l'administration française Oui. ne changera jamais. Il faut arrêter d'espérer. À partir du moment où tu as des animaux considérés comme animaux de rente, ils sont listés au code rural, tu dois avoir un numéro de détenteur en C'est ça. préfecture. Mmh. Donc, j'ai un numéro de détenteur, un numéro d'élevage, mais je ne suis pas éleveuse. D'accord. J'ai toutes les contraintes, Ouais. mais pas les avantages. Et les avantages, ce serait Donc, quoi? d'avoir des aides? subventions. Il y C'est a des ça. subventions absolument considérables, considérables. Mais nous, on n'y a pas droit, parce qu'on ne tue pas, parce qu'on n'exploite pas, etc. En revanche, on doit se plier à toutes les règles qui régissent les élevages. On est contrôlé, nous. Hein, je crois qu'une organisation avait dit qu'un élevage a une chance tous les 140 ans de se faire contrôler. Moi, au bout de 5 ans d'existence, j'ai été contrôlée. Voilà. Et Tu es pas la donc, seule. vérifier que les animaux sont identifiés, vérifier que j'ai bien les ordonnances, que j'ai bien le cahier à jour avec la liste des animaux, que les médicaments contenus dans les boîtes à pharmacie correspondent à ce qu'il y a sur les ordonnances, pour les médicaments délivrés sur ordonnance, que je ne détiens pas de substances interdites dans l'élevage. Alors, c'était drôle parce que la dame était charmante, c'est pas la faute de la jante qui est venue contrôler, hein. Mais elle vérifiait aussi que c'était propre, que les parcs étaient enrichis, qu'il y avait des brosses, qu'il y a... Et Intéressant. ouais, non, je trouvais ça vraiment intéressant. Et je me suis demandé si ça pouvait leur servir de point de repère intéressant pour les élevages. Alors moi, ils ont tous des brosses et des trucs comme ça, mais j'ai pas eu de subvention, moi, parce que si les élevages ont des subventions au bien-être, au titre du bien-être animal pour ça. Et donc, tu crois qu'ils vont vérifier, enfin, quand ils font une inspection dans un élevage, quand ça arrive, est-ce qu'ils vérifient vraiment ça? Non.
Mais donc, alors par exemple, tous les ans, je dois faire une prise de sang aux bovins. Donc, c'est le véto qui vient pour faire la prise de sang des vaches. Parce qu'il faut vérifier qu'ils n'ont pas l'encéphalite spongiforme, la maladie de la vache folle, tout un tas de trucs. De temps en temps, il faut vérifier qu'ils n'ont pas la tuberculose. Il y a un jeune bovin qui a été euthanasié il n'y a pas longtemps dans un refuge, Petit Bouchon, je crois, parce que le test a été positif à la tuberculose et la préfecture a refusé de refaire un 2e ou 3e test pour confirmer. Ils ont ordonné l'abattage de l'individu et après l'abattage, il y a un autre test et le test s'est révélé négatif. Ils l'ont tué parce qu'il y a des préfets qui sont des gens obtus, qui sont des gens qui abusent des pouvoirs qu'ils ont, qui ne devraient leur donner que des responsabilités de faire appliquer les réglementations, etc. Et que là, dans le cadre d'un refuge très sérieux, on refusait obstinément de faire un test supplémentaire. Et ce jeune bovin a été abattu pour rien. De toute façon, il était toujours abattu pour rien. Hein, mais il ne représentait aucun danger. Donc, je crois savoir que des avocats travaillent sur cette situation parce que c'est ignoble. Mais je pense que ça peut se produire aussi parce qu'il y a quand même un flou qui entoure la réglementation autour des refuges, qui est un gros dossier. Moi, je suis un refuge légaliste, c'est-à-dire qu'il faut que les animaux soient bouclés. Ils sont bouclés. Ils sont bouclés, oui, ça veut dire, pardon, pour les gens qui ne savent pas. Ils ont une boucle d'oreille, un numéro d'identification. Alors, c'est très moche, je suis complètement d'accord, c'est moche. Mais quand c'est posé comme il faut, il n'y a pas d'infection derrière, etc. En tout cas, nous, ici, en presque 6 ans, c'est pas arrivé une seule fois. Alors, comme on a des animaux qui sont rescapés d'élevage, généralement, ils sont déjà bouclés. Mais les animaux errants non bouclés que la préfecture nous demande de récupérer, moi, je les fais boucler immédiatement. Parce qu'après, ils sont à l'autre ferme. Et puis, je vais te dire que pour venir les récupérer, ça va pas être facile. Donc, pour le moment, c'est la seule protection. Pour le moment. Moi, je suis pour une identification différenciée qui permettrait qu'une fois qu'ils ont ce type d'identification, il ne soit plus jamais possible qu'ils retournent en élevage. Mais je pense qu'il faut qu'ils aient un statut et une identification différenciée. Pour le moment, c'est très flou. On s'aperçoit quand on discute entre certains refuges qu'il y a des relations différentes d'une préfecture à l'autre parce que les agents sont dans une sorte de flou. Donc, ils appliquent selon un peu ce qu'ils en comprennent eux-mêmes parce qu'ils sont eux-mêmes dans un flou. Donc, tu peux tomber sur des agents qui vont être bienveillants, qui ont bien compris, qui à partir du moment où tu respectes les règles sanitaires, vont essayer de trouver des solutions avec toi, vont te voir plus comme un partenaire pour quand ils ont des saisies à faire, des choses comme ça. Et puis d'autres qui vont avoir un comportement extrêmement obtus, voire hostile. Et ça, c'est pas possible. Les agents des préfectures doivent avoir des lignes claires. Sur le formulaire bovin, tout ça, ça n'existe pas. Donc, tu rajoutes des trucs à la main. Donc, c'est un grand n'importe quoi quand même. On n'a pas de financement, on a un comportement hostile avec nous. Mais quand il y a des animaux errants, on est quand même bien content de nous trouver et on doit les récupérer à nos frais et on se débrouille. Et tout ce que peut nous dire l'agent à la préfecture, c'est oui, mais si vous retrouvez l'éleveur, vous pouvez vous retourner contre lui. Et pourquoi j'ai que ça à faire. Oui, c'est exactement ce que je voulais te poser comme question, la question des préfectures qui, en fait, demandent au refuge de récupérer certains animaux qui se sont échappés, qui sont en divagation, en errance, etc. Ça arrive quand même très souvent. Et vous n'avez aucune aide de l'État, il me semble. Enfin, l'État n'est pas du tout accompagnant, reconnaissant, entre guillemets. Enfin, il y a rien, on est d'accord. Il faudrait quoi Est-ce que toi, tu penses à quelque chose ? Je pense qu'il faudrait déjà un statut officiel qui ne soit pas une usine à gaz administrative supplémentaire, mais le constat de la nécessité de lieux d'accueil comme les nôtres. Je pense qu'il faudrait des gens qui soient sérieusement formés, soit qu'ils aient fait des stages dans des refuges déjà existants, sérieux, avec du personnel formé, salarié, des structures costauds qui ont des capacités pour transmettre des connaissances.
avoir évidemment les vétérinaires sanitaires avec les compétences nécessaires en médecine rurale, avoir l'espace nécessaire, avoir un nombre limite d'individus que tu peux prendre en charge. Donc, encadrer ça, parce que pour l'instant, par pas mal de préfectures, je pense qu'on est vu pour des doux rêveurs ou des pignoufs ou des gros incompétents ou des terroristes, des éco-terroristes. Donc, réglementer qui sont les refuges, quels sont leurs domaines de compétences, quelles sont les règles à respecter. Il y a des règles sanitaires. Tant que l'élevage existera, on ne pourra pas contourner ces règles sanitaires. Même si elles sont injustes, parfaitement stupides, il y a des trucs vraiment débiles. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Donc, chaque chose en son temps, ça fait partie des combats à mener. Et ensuite, que ce statut de refuge qui est en capacité d'accueillir des animaux dits d'élevage ou de ferme de rente, soit accompagné financièrement par l'État, parce que l'État, c'est-à-dire le collectif, a besoin de nous, dans la mesure où il y a des saisies pour mauvais traitement, des abandons de troupeaux, des animaux dits de ferme de rente, etc., errants, parce que des éleveurs les vendent sans les boucler à des gens qui disent « Oh, c'est mignon, etc. Et je veux 2 moutons dans mon jardin. » Et puis, quelques temps plus tard, finalement, non, il m'a bouffé tous mes rosiers, donc j'en veux plus. Donc, je les abandonne. Ou j'ouvre la clôture et ils se démerdent, ils vont divaguer sur la route. Ou j'appelle le refuge du coin en disant « Oh, mais on vous les donne gratuitement. » Ben ouais, mais en fait, il y a des frais d'abandon. Enfin, il y a un moment où je dis pas ça systématiquement. Les gens qui sont vraiment en détresse, on essaye de les aider, évidemment. Mais ces gens-là, ils se sont procurés des moutons, ils les ont bien achetés à quelqu'un, non identifié. Et on voit fleurir aussi beaucoup d'annonces sur des ventes d'animaux d'éleveurs qui veulent soi-disant leur sauver la vie. Si tu veux leur sauver la vie, trouve-toi un autre job. Généralement, ce sont des animaux malades qui donc n'ont pas de valeur financière et qu'en faisant pleurer Facebook et sa copine Instagram, tu arrives à le vendre un gros... Je vois passer quelquefois des cagnottes pour des montants scandaleux. Et il y a tellement d'individus à sauver sans avoir à les racheter que moi, ça me gêne. Bien sûr, pour l'individu qui est sauvé, c'est sa vie dont tu parles et sa vie, elle n'a pas de prix. Mais c'est comme pour les soins vétérinaires, si on peut le sauver, il n'y a pas de limite. Mais de financer un système qu'on combat me pose un gros problème. Bon, je propose qu'on prenne l'air. Yes Qu'on sorte et qu'on aille rencontrer toutes ces personnes dont tu nous as un peu parlé déjà, puis avec qui tu vis au quotidien. Et puis en plus, il fait spécialement beau aujourd'hui, quand même, faut le dire. Chance. Donc allons-y. Allons-y. Alors, on va voir les veaux ? Allons voir. Venez, on va voir mes bébés. Bonjour, Asie. Bonjour, mon tout petit. Il y a Europe à côté. La sieste. Coucou, mes petits chats. Donc là, je suis en train de gratouiller l'arrière du crâne d'Asie parce qu'il adore ça. Puis c'est un endroit où il ne peut pas se gratter tout seul. Et alors, tu vois, un bovin comme ça, quand il baisse la tête, c'est que c'est bon. Puis quand il fait des petits mouvements avec la bouche aussi, c'est que tu grattes au bon endroit. Et puis si tu as les bubules, alors là, c'est tes ceintures noires de gratouillis. C'est quoi les bubules ? S'il fait des bulles avec sa bouche. Voilà, bave-moi dessus, j'adore. Un jour, il m'a éternué dessus. J'étais douchée. Ah non. J'étais douchée. Il faut dire qu'il est assez impressionnant. Ouais. Son dos est à au moins 1,80 m. Il va avoir 5 ans en septembre. Et il continue de grandir. Ah bon ? Ouais, et c'est terrifiant. Dans le fond de l'étable, ils ont une brosse pour pouvoir s'auto-brosser quand maman, elle n'est pas là. Et on a fixé la brosse à la hauteur du dos de Asie. Donc si tu regardes la hauteur de la brosse, on n'est plus du tout bon. Il passe plus sous la brosse, en fait. Attends, je vais voir. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc ça, c'était quand que vous avez fixé cette brosse ? Il y a 1 an. Il a pris genre 30 cm, quoi. Donc Europe et Asie sont des blancs-bleus belges croisés Primolstein, c'est-à-dire que la Primolstein, qui est elle-même victime d'une sélection ultra intensive pour le rendement, elle est inséminée avec du sperme de blanc-bleu belge. Donc le blanc-bleu belge, c'est, je ne sais plus si l'inhibition ou quoi, d'un gène en particulier qui contrôle la croissance musculaire. Et donc eux, la croissance musculaire ne s'arrête pas
en Oui, fait. c'est ça, c'est quand Donc même ils le sont principe. énormes, ils sont complètement difformes. Pourquoi? Parce que ça rapporte beaucoup plus de pognon. La quasi-totalité, ils naissent que par césarienne, hein, elles peuvent pas mettre bas normalement, parce qu'ils sont les petits sont beaucoup trop gros. Et que le petit du blanc-bleu belge, le gène de Asie et Europe, c'est des veaux qui partent à l'engraissement, et ils sont abattus entre 6 et 8 mois. Et ils valent 3 fois plus qu'un veau normal, parce qu'ils sont, entre 6 et 8 mois, ils sont déjà énormes. Et il paraît que c'est une viande très tendre, très, très chouette, qui est très, très prisée. T'es sur du pur industriel. C'est du produit transformé. C'est de la merde. Voilà. Sauf que c'est quand même des individus qui ont une personnalité, qui ont des sentiments, des sensations, qui ont des besoins, qui ont un caractère. Par exemple, Europe, c'est une grosse chipie. Une de ses principales occupations, c'est de torturer son frère. Ah, c'est elle qui décide de tout. Un jour, elle s'est mise dans le couloir et puis elle l'empêchait de rentrer. Lui, il était tout seul sous la pluie avec une pauvre bouille de gros bébé. Et puis, elle était dans le couloir, tranquille, à mâchonner. Donc, j'avais dû réaménager sur le côté pour qu'elle puisse pas le bloquer à 2 endroits, en fait, qu'il puisse s'abriter, parce qu'il me faisait de la peine, mon haut de dos. Ah ben voilà, il y a grosse mère qui se lève. Elle va se brosser un petit coup avant, je pense. Elle se recoiffe. Ah bah oui. Elle se recoiffe. Et physiquement, ils sont très impressionnants, mais ils ne sont pas difformes, contrairement au blanc-bleu belge. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. En fait, mais parce que c'est je les vraiment- ai nourris au biberon pendant 6 mois et qu'ils n'ont pas de granulés. Ok. Parce que ce qui les fait grossir, c'est la bouffe dégueulasse qu'on leur donne, les tourteaux de soja, et c'est la seule bouffe à disposition de toute façon. Donc moi, quand je veux les complémenter de quelque chose, je leur donne de la bouffe pour les chevaux. Parce que la bouffe pour les chevaux, elle est faite pour avoir des jolis cheveux et puis être en forme, mais pas pour devenir énorme. Donc ils ont de la nourriture pour les chevaux. Ok. Quasiment tous les jours, on leur donne 1 ou 2 litres de granulés pour les chevaux, ce qui est, on est sur un volume d'équivalence fraise tagada, pour qu'ils viennent quand je les appelle. Parce que si pour une raison X ou Y, on a besoin de leur faire un soin, ça nous permet on les bloque dans le couloir et on peut désinfecter si jamais il y a besoin, etc. Et puis ça permet de bloquer aussi pour que le véto puisse faire la prise de sang. Donc on les entraîne, surtout au printemps. On donne à manger dans la contention. Donc je ferme la porte de devant, ils sont dans l'étable, je l'appelle pour qu'ils viennent dans le couloir, je ferme la porte de derrière, je donne à manger. Et quand on a fini de manger, je rouvre la porte pour que ce soit pas un lieu de stress. Quand on ferme la porte, c'est pas grave. C'est même plutôt agréable, puisqu'il a des bonnes choses à Et manger. en plus, et pour Asie, c'est d'autant plus agréable qu'il a des bonnes choses à manger, il peut manger peinard, parce qu'il n'y a pas l'autre en train de lui bourriner les fesses avec ses cornes. Parce que sinon, il n'arrive pas à manger. En fait, elle mange à toute vitesse et après, elle le pousse pour prendre son assiette à lui. Parce que c'est vraiment une peste, quoi. Et ces aménagements-là, ils ont été compliqués parce que habituellement, tu as le groupe sanitaire qui peut te prêter ce qu'ils appellent une cage de contention, parce que tu n'en as pas besoin souvent dans l'année de la cage. Mais sauf que déjà, il y a 2 ans, Asie rentre plus dedans. Ah oui. Donc, le truc, il n'est pas avenant. Tu n'as vraiment pas envie de rentrer dedans, parce que tout est fait pour terroriser les éclats métalliques, tout est fait pour terroriser la vache et faciliter le travail de l'éleveur. Et Asie, il fallait qu'il force aux épaules pour rentrer. Donc, il avait encore moins envie de rentrer dedans. Donc, il fallait que moi, j'aille dans la cage pour qu'il rentre parce qu'il a confiance en moi. Mais c'était super dangereux et flippant parce que si t'as quelqu'un qui passe, qui klaxonne ou je sais pas quoi, il y a un truc bizarre qui se fait, s'il sursaute, moi, je finis en gaufre. Donc, c'était plus possible. Donc, on a trouvé les financements pour faire ce couloir qui est là permanent. Donc maintenant, ils ont complètement l'habitude de rentrer et de sortir par le couloir. Ça leur pose plus de problème. Et puis, on fait l'entraînement régulièrement pour qu'ils n'aient pas peur. Et comme ça, c'est plus facile pour faire les soins et pour faire la prise de sang. Peut-être qu'on peut aller voir quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes même. Mais ouais. Peut-être on va au lapin. Alors, on peut aller dire bonjour à Jules de chez Smith en face et ses amis. Allez. Gaston, Pinouille, Spirou, Fred et Persil. J'adore les prénoms. Donc là, tu ouvres une grande porte d'une grande cage. Allez-y. Avec une belle maison Je vais refermer dedans. derrière vous. Et un magnifique cerisier, je dirais. En fleurs, avec des magnifiques fleurs blanches, trop belles. Et coucou Jules. Salut. Oh, bah, il y a quelqu'un. Oh. Salut le petit bonhomme. Alors, c'est très un drôle. autre lapin. Non, c'est un micro.
Alors Jules, c'est le lapin Donc, qui est gris ou celui qui est plutôt crème? Jules de chez Smith en face, c'est le lapin qui est crème. À côté, on a Fred qui est tout gris. Il y a Spirou quelque part qui est rousse. Il y a Persil qui est un autre gris. Et il y a 2 tout petits lapins. Un tout petit lapin gris qui s'appelle Gaston, qu'on a trouvé attaché par une patte à une poubelle. Ah. Et Pinouille, qui est un abandon de particulier. D'accord. La particularité, c'est que les grands lapins ici sont nés ici. Alors évidemment, en tant que refuge, nous, il n'y a jamais de naissance ici. Il n'y a pas de reproduction. Il n'y a pas de reproduction. Les animaux sont stérilisés, castrés. Les lapins sont castrés et stérilisés, pour les mâles et femelles. Pour les plus gros mammifères, ce sont les mâles qui sont castrés. Donc, les grands lapins ici sont nés ici parce qu'on a accueilli leur maman, Mademoiselle Jeanne. Et Mademoiselle Jeanne, elle avait passé sa vie en clapier. Et elle s'est échappée de son clapier et une dame qui, dans un village, en fait, l'a trouvée dans son garage. Et elle savait que toutes les maisons autour de chez elle avaient des clapiers, en fait. C'est encore hyper, hyper répandu dans la campagne. Donc des lapins qui sont enfermés dans des petites boîtes en béton, qui y passent toute leur vie. Et puis le jour où on a besoin de manger un lapin, parce qu'on a besoin de protéines, on sort le lapin de son clapier et on le tue dans le fond du jardin. Donc j'ai dit oui tout de suite pour prendre Mademoiselle Jeanne. Et puis quelques jours après son arrivée, dans ce petit cabanon, là, dans l'enclos, je vois un truc bizarre dans le fond du cabanon. Donc je me contorsionne un petit peu pour regarder. C'est des poils. Et je me dis, oh non, c'est pas possible, il est en train de faire un nid. Et là, je vois que ça bouge. Ah purée. Neuf. Waouh. Ouais, parce que Mademoiselle Jeanne, elle fait pas les trucs à moitié. Oh, ils se font des petits bisous. Ils se font des petits bisous, c'est hyper chou. Alors je me demande, est-ce qu'ils se font des petits bisous ou est-ce que Jules est en train de laver les oreilles de Persil? On ne sait pas. Ils sont quand même impressionnants de par leur taille là. Ouais. Moi, je suis plutôt habituée à voir des tout petits lapins que j'ai pu voir chez des amis. Et là, c'est la taille d'un grand chat. Ouais. Ils font entre 4,5 kg et 5 kg. Donc oui, c'est des très grands lapins. Quand ils étaient bébés, les lapins, comme ils sont difficiles à attraper quand tu as besoin de leur faire des soins, on a fait un petit peu de training, surtout des petites caresses, etc. Pas pour les imprégner spécialement, mais juste pour qu'ils n'aient pas peur de nous. Et que quand il y a besoin de les soigner, quand c'est 2 vaccins par an, un lapin, c'est pas trop galère de les attraper, donc c'est beaucoup moins de stress pour eux. Et le vétérinaire, on a un vétérinaire NAC de Limoges qui vient, lui, au refuge. Donc comme ça, on n'a pas un grand trajet à leur faire dans la cage et tout. Ils ont un petit trajet de leur enclos jusqu'à la maison parce qu'on installe le vet avec tous ses instruments, la balance, etc. pour qu'ils fassent l'examen. Ils checkent les dents, ils checkent les oreilles, le bidon, on fait le vaccin. Et ça, c'est génial d'avoir un vet qui accepte de venir ici pour te vacciner les lapins et qui te demande pas, qu'en plus qui te fait un tarif assaut. Génial. Ah non, il est top. Alors, je propose qu'on aille voir les petites poules parce que les poules, elles sont encore tellement, tellement méprisées que, c'est une totale injustice. Ouais. Parce qu'on entend que les poules, c'est sale, ça pue, c'est bête. Plutôt moins que les humains. On retrouve Nana. Alors, on va aller chez les rouquines là-bas parce qu'elles sont là depuis longtemps et qu'elles sont très à l'aise, très habituées à ce qu'on soit là. Au passage, on croise 2 magnifiques moutons, béliers même, qui s'en vont doucement, mais qui continuent de brouter tranquille. Ouais. Ça demande vraiment d'être hyper présente et hyper vigilante, de voir tout ce qui pourrait leur arriver. Ça demande... Mais c'est dans leur attitude que tu décèles un truc qui est différent. Même quelquefois, c'est pas forcément un inconfort ou je sais pas quoi. C'est juste, tu vois, c'est pas comme d'habitude. Donc, tu vérifies. Et ça, c'est la règle absolue. Ouais, tu vas te faire picorer vivante. Je suis en train de me faire picorer le pied par une magnifique, très jolie consoeur, poule rousse. Par exemple, chez les poules, l'observation, ça va être beaucoup le matin. Quand on ouvre les poulaillers, on regarde chaque personne sortir du poulailler, comment elle marche. Est-ce qu'elle se précipite pour manger? Est-ce qu'elle a faim tout de suite? Est-ce qu'elle va boire un coup? Est-ce qu'elle a le popotin sale ou propre? Le popotin, c'est très important. Dis donc, Rome,
Alors là, il y a Rome qui vient de sortir Carole du pondoir. Non, Rome, ça, c'est pas possible. Et puis elle lui court après. Ouais, parce qu'elle veut pas la laisser aller dans le pondoir. Bon, après, ma chérie, il y en a d'autres. Hein. Parce que là, elles ont à peu près 600 mètres carrés pour 7 poules et un coq. Ok, donc si on pense à la feuille A4... Ah oui, non. Non, on est loin. On n'arrivera jamais à rejoindre ces standards-là. c'est ça. On n'y arrivera pas. Oh, ma pauvre chérie. Oui, je suis désolée, t'as été chassée, mon cœur. Oui. Elles se parlent. Ah oui, elles se parlent. Elles discutent énormément. Quand tu vis avec elles, tu apprends à reconnaître toutes les vocalises différentes. Donc, ça correspond bien à des situations différentes. Ça ne sont pas les mêmes. Depuis tout le temps que je vis avec des animaux autres qu'humains, que j'ai fait du bénévolat avant pendant des années, etc., je suis absolument persuadée que la seule différence notable entre eux et nous, c'est le langage. Le reste, c'est des apparences. Et leur langage, peut-être qu'il n'est pas aussi complexe que le nôtre, je n'en sais rien, mais on n'en sait rien. Nous, les humains, nous n'en savons rien parce qu'on les observe toujours sous l'angle de l'utilité, du mépris. Alors, heureusement, il y a des éthologues qui sont arrivés et qui font un travail fantastique qui nous permet de mieux comprendre le monde, comment elles et eux le perçoivent. Donc là, on a Kali, par exemple, qui est hyper expressive. Ah. Alors, Kali, c'est une petite poule qui est neuroatypique. C'est-à-dire Elle va pas toujours où elle veut. Kali, elle a des mouvements un peu désordonnés avec sa tête. Elle est très rapide à la course, Kali. Franchement, c'est une sprinteuse. Tu lui mets un morceau de butternut, je peux te dire qu'elle va courir à toute vitesse pour pas qu'on lui pique sa butternut. Elle est très communicative, elle aime bien les gens, Kali. Souvent le soir, pour fermer les poulaillers, j'attends que les poules soient rentrées chez elle pour fermer. Je les force pas à rentrer quand moi j'ai décidé. Mais souvent, en fait, Kali, elle m'attend au portail. Elle me suit et puis là, elle rentre dans son poulailler ou alors je la prends dans les bras et je la mets dans son poulailler. Elle aime bien les gens, elle aime bien qu'on la prenne dans les bras. Je sais, le week-end dernier ou d'avant, je sais plus, je me suis assise en tailleur avec les poules ici. Et puis elle est venue, elle s'est installée sur mes genoux. Puis on a passé un petit moment comme ça, c'était cool. Elle aime bien les gens, Kali. Ouais, c'est étonnant parce que les poules, souvent, elles sont fuyantes. Oui, mais parce que souvent, elles ont vécu dans des endroits pas du tout adaptés, pas du tout accueillants, des endroits de stress, de peur, etc. Elles n'ont pas connu des grands humains, enfin on est beaucoup plus grands qu'elles, Oui. et elles n'ont pas fait l'expérience de la bienveillance, de la quiétude, etc. Donc c'est aussi ça souvent qui fait qu'elles vont se barrer, parce qu'elles n'ont pas du tout envie de communiquer avec nous. Ouais. Mais Kali, ouais. Kali, elle est à fond. Ah, ma petite chérie, elle est hyper touchante, cette petite poule, Kali. Elle est vraiment très, très... toutes, mais Kali, elle est vraiment très touchante. Et donc là, il y a 7 poules dans cet enclos. Ouais. J'entends souvent dire à l'égard des poules, par exemple, que quand il y en a une qui est malade, il faut l'isoler parce qu'elle va être attaquée par les autres. Alors ça, c'est un truc que je ne connais pas. D'accord. Voilà. Ici, quand j'en ai une qui est malade, si je ne suspecte pas quelque chose de contagieux, de dangereux, je vais la laisser avec ses compagnes, tout en apportant les soins nécessaires, etc. Mais parce que pour le moral, c'est important. Et puis parce qu'elle ne s'attaque pas. Parce qu'il y a assez d'espace, il y a assez de petits vers, il y a assez de graines. Donc elles n'ont pas besoin de s'attaquer pour les ressources. Elles ont tout ce qu'il leur faut. Il peut y avoir des questions de caractère, évidemment. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je ne l'ai jamais observé à l'autre ferme. Quand il y a une poule malade, généralement, les autres vont plutôt se montrer bienveillantes, venir la voir, lui lisser les plumes, rester à côté. Donc, je fais le maximum pour les garder ensemble. Ils sont super beaux, là. Ouais. C'est monsieur et madame qui rentrent à la maison. On était sûrs, mais non, si on allait manger dehors. Donc là, c'est Phoenix, c'est qui? C'est Phoenix et je pense Woody. Ok. Il faut que je les vois de face. Ah, d'accord. Parce que tu as la forme du bec, la forme des... Le visage. le visage, voilà. Tu crois qu'on l'embête, là? Non, je pense qu'il a pondu. Non, c'est pas possible, ça. Non, mais il fait 10 fois plus de bruit quand lui a pondu. Quand une poule a pondu, il l'annonce à tout le monde. Je vais être père. Trop bien. Je pense que Phoenix a des trucs à nous dire. Clairement.
C'est un gentil coq, Phoenix. Ouais, il a C'est l'air, vraiment un gentil, gentil ouais. coq. Donc là, on va voir les ânes qui sont donc dans une grande prairie. On va faire attention à l'électricité. Je vais couper, je ne sais pas si Camille a rallumé. Les ânes, donc il y a 4 ânes qui sont tranquilles. Il y en a 2 qui sont couchés, il y en a un ou une qui vient de se lever. Il y a Crumble qui se lève. Et c'est très émouvant parce que là, ils arrivent vers nous, tranquilles. Il y a peut-être Taline qui va nous dire un truc. Bonjour Sprinkle, viens mon haut doudou. Ils sont magnifiques. Viens Sprinkle. Alors les deux en couleur, c'est des bébés. Mmh. Enfin, c'est des bébés de un peu plus d'1 an. Ouais. Et nous avons les mamans, Taline et Crumble. Oui, venez goûter le micro. Attention, ils expérimentent beaucoup le monde avec leurs dents. Donc ce sont des petits ânes qui sont arrivés il y a presque 1 an, qui nous ont été confiés par Starting Over, qui est cette organisation internationale qui vient en aide aux ânes au Moyen-Orient. Les mères ont subi des sévices. Crumble est arrivé avec des cicatrices plein les jambes et Taline plein les flancs. Snoopkin, là, qui est en train de me renifler le genou, c'est le fils de Taline. Et lui, il est né dans l'association. Taline, en fait, a été récupérée, elle était enceinte. Et Sprinkle, lui, avait été séparé de sa mère. Et ils ont retracé les ventes pour retrouver Sprinkle, pour le rendre à sa mère. Waouh. Donc lui, il était assez éteint. Et puis, il a pas mal récupéré. Il est toujours un peu plus timide que Snoopkin, qui, lui, vraiment, il a peur de rien. À l'aise. Ah ouais, le monde est à lui. Et Crumble et Taline, donc c'est elles qui ont subi le plus longtemps des maltraitances. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils viennent de pays dans lesquels il y a des gens qui vivent dans une très très grande pauvreté et qui exploitent les animaux, tandis qu'ils sont eux-mêmes exploités, maltraités par la vie et par l'histoire. Et que la maltraitance chez nous, elle existe aussi à fond. Donc on n'est pas mieux que les autres. Donc après leur vie de misère, à traîner des charges, à porter des choses, ils sont soit vendus dans des marchés aux bestiaux pour utiliser leur peau qui est très prisée, notamment de la pharmacopée chinoise. Donc on parle de plusieurs millions de peaux d'âne achetées par le marché chinois chaque année et la demande est en pleine expansion. Ou sinon ils sont abandonnés, laissés à moitié morts au bord des routes dans toute la région. Okay. Et donc, ils sont arrivés comme ça ici. Eux, c'était ça, mais en France, on a les sites touristiques avec des pauvres petits ânes qui trimballent des touristes 10 fois gros comme eux sur le dos. Bien sûr. Les ânes qui sont loués comme des bagnoles pour faire des randonnées à dos d'âne. Alors, je pense qu'il y a des gens qui font les choses correctement, etc. Tous les gens ne sont pas des salopards, mais il faudrait quand même qu'on trouve d'autres trucs pour s'amuser. Salut Taline. Nous, c'est Crumble. Ah, pardon. Bouffe son micro. T'as un truc à dire, ma chérie? T'es belle. Vous avez eu l'anti-mouche? Oh, ma doudou. T'es belle. Alors, au début, Crumble, elle me poussait en dehors de la prairie. Je posais le foin, je remettais de l'eau et elle me poussait. Et Taline, on ne pouvait pas l'approcher. D'accord. Donc, on l'approchait de force. Les premières semaines, je leur ai gardé les licoles pour pouvoir les choper, pour faire les soins. Et là, la semaine prochaine, il va falloir aussi qu'on remette les licoles parce qu'il va falloir... Oui, ma chérie. La semaine prochaine, c'est l'école. Parce que la semaine prochaine, c'est vermifuge, mon cœur. Oh, oui, tout. Est-ce que vous pourriez gratter au lieu de servir à rien? Je savais bien que j'allais servir de grattoir, que c'était pour ça, la petite pousse. En tout cas, elles ont l'air plus du tout traumatisées. Là, hein. Ah oui, non, là, je pense qu'on va bien. Ma Crumble. Bon, alors, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. Hein. Alors, il y a 2 questions rituelles dans le podcast. La première, c'est est-ce que tu as une recette et ou un endroit où tu aimes aller manger à partager avec nos auditrices? Une recette simple, hein, évidemment, quelque chose de... Et pendant que tu réfléchis, je vais déposer ce magnifique verre de terre qui est en train de mourir dans mes doigts. Ah bah oui, non, mais mets-le là dans la il va adorer. Ouais. Alors, un endroit où j'adore aller déjeuner quand je suis à Paris, c'est Friendly Kitchen, qui est au métro Voltaire. C'est mon quartier, c'est là que j'ai habité, c'est là que je retournerai un jour habiter.
Et les recettes, une seule, c'est trop difficile. Donc, je dirais les crackers de Claire Brachet, accompagnés d'un vin de sauvagine blanc, et suivi d'un sétan bourguignon de Aude Richard, The Green Quest, et pour terminer, le cheesecake de l'herboriste. On mettra toutes les recettes évidemment en description et ça a l'air trop bon. C'est absolument, absolument délicieux et gourmand. Et la toute dernière question pour clore cet épisode avec toi, est-ce que tu as un dernier message ou une dernière chose qu'on n'a pas abordée, que tu as envie d'aborder ou quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont très diverses et variées, véganes, pas véganes, curieuses, etc., de tous âges? Go vegan, évidemment. Et je pense qu'on gagnerait à être plus pédagogue, plus clair, plus inclusif, pas seulement dans notre pensée, parce que les personnes véganes que je rencontre sont des gens chouettes et ouverts, mais je trouve on souffre beaucoup d'une forme d'entre-soi qui provient peut-être de l'emploi d'un langage qui est extrêmement important, parce que c'est important de nommer les choses, mais que plein de gens ne connaissent pas et que le fait même de les employer, c'est excluant. Donc ici, je m'efforce, quand je discute avec des gens qui sont non véganes, de pas nécessairement employer des mots comme antispéciste, et puis d'abord commencer par un truc par anti. Je dis, t'es mal barré quand même pour créer du lien. Donc, je pense qu'on a des efforts à faire. Le combat, il est urgent, il est important, il est primordial. Mais on voit bien qu'on a du mal à gagner beaucoup d'adhésion. Et je ne pense pas que ça puisse se faire par une forme de discours brutal. Donc, croyons-y, ayons confiance, continuons d'avancer. Ne soyons pas obtus ni défaitistes. Il ne faut pas se laisser dominer par sa colère, en fait. Il faut travailler sur ça. Merci beaucoup, Anne-Lorraine. Merci à toi. Comment ne pas être touché par les histoires de Arsène, le vieux mouton, Taline et Crumble, les jeunes mamans Annès, ou Kali, une véritable poule sentimentale. L'autre ferme est l'un de ces lieux indispensables pour lutter aux côtés des autres animaux. Maintenir un lien avec toutes ces personnes extra, pour enfin les connaître et les reconnaître. Tout le monde ne peut pas consacrer sa vie à vivre parmi les autres animaux. Mais j'espère que ces rencontres vous auront permis de changer votre regard. Et si vous voulez vous engager, vous pouvez aider financièrement l'autre ferme ou une autre association, un refuge, et même devenir bénévole. Si vous aimez Poule Sentimentale, faites-le nous savoir et inondez de pouces, de cœurs et d'étoiles les plateformes de podcast, la chaîne YouTube et la page Instagram. Ça nous aidera grandement. À très vite!